Si vous vouliez réprimer le terrorisme, alors vous traiteriez le problème de manière complètement différente. Et cela, encore une fois, n'a rien de vraiment nouveau, car toutes ces réflexions et stratégies ont également été étudiées au début des années 1950 et à la fin des années 1940 par les Britanniques, notamment lorsqu'ils ont dû faire face au terrorisme et à la guérilla en Asie du Sud-Est, etc. Ils avaient beaucoup d'idées sur la manière de gérer le terrorisme. Mais nous avons oublié ces leçons et nous avons tendance à réagir à ce que nous appelons le terrorisme, qui d'ailleurs aujourd'hui est un mot qui ne reflète pas quelque chose de très précis. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, il suffit de dire que c'est un terroriste. Et aujourd'hui, par exemple, lorsque des gens manifestent au Royaume-Uni, ils manifestent pour la Palestine, ou utilisent l'emblème de la pastèque. Et utiliser l'emblème de la pastèque suffit à les qualifier de soutien au terrorisme. Ainsi, le mot n'a plus aucun sens, et par conséquent, il est impossible d'élaborer une stratégie pour le combattre. En conséquence, tout ce que vous faites, votre force brutale, est acceptée. Et c'est aussi la raison pour laquelle, pendant si longtemps, l'Occident a en fait toléré ou accepté les mauvais comportements du gouvernement israélien envers les Palestiniens. Il semble en effet que le langage ait été construit pour contrôler le récit. Autrement dit, toute expression de compréhension envers la position des Palestiniens est alors assimilée au terrorisme, au soutien à Hamas ou à l'antisémitisme. Il y a donc toujours cette capacité à faire honte pour écraser la dissidence ou la rendre illégitime en la présentant ainsi, délégitimant la contestation. Ce n'est pas si différent de nos autres guerres, pourrait-on ajouter, car on observe la même chose dans l'Ukraine. C'est exactement la même chose. Vous savez, mon oncle faisait partie de la résistance française. Bien que je sois suisse, j'avais un oncle français. Il faisait partie de la résistance française. Il était considéré comme un terroriste par les Allemands. Eh bien, en ce qui concerne la durabilité de tout cela, voyez-vous des problèmes économiques émerger en Israël? Parce que surtout avec la guerre contre l'Iran maintenant, ils ont subi de lourdes pertes en termes de destruction d'infrastructures énergétiques. On voit avec le conflit avec le Yémen, l'interception de certains navires, qu'ils subissent des pertes économiques au niveau de leurs ports. Et il y a un sentiment général d'insécurité à mesure que le sentiment de contrôle et de domination dans la région s'effrite. De plus en plus d'Israéliens fuient également le pays. Et si je ne me trompe pas, surtout les jeunes, ce qui est problématique, car ils travaillent dans de nombreux secteurs de haute technologie qui sont vraiment le moteur de l'économie. Est-ce simplement un passage difficile, ou pensez-vous qu'il s'agit d'un problème plus large ou plus profond qui sera difficile à résoudre? Je pense que c'est un problème plus profond. Et encore une fois, il y a une variété, je veux dire, Israël est un pays très complexe, sociologiquement parlant, et il existe des problèmes à plusieurs niveaux. Parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, il y a l'effet direct des guerres et des frappes des Houthis, de l'Iran et tout cela. Nous avons mentionné le port d'Eilat, qui est aujourd'hui en faillite parce qu'aucun navire n'est autorisé à y accoster. Mais il y a d'autres facteurs. Un facteur qui est assez important aujourd'hui, c'est le fait que, parce que les FDI ont des difficultés à recruter, ils veulent changer la loi. Et aussi obliger, parce que vous savez, il n'y a pas de constitution en Israël, mais il existe un ensemble de lois fondamentales qui régissent le pays. C'est un corpus de lois qui constitue une sorte de constitution pour Israël. Il existe des lois fondamentales en Israël qui en fait empêchent ou interdisent l'intégration des fondamentalistes juifs dans les forces armées. Ils devraient être exemptés de la conscription. En gros, ce que l'on trouve dans les rangs de Tzahal,
ce sont des personnes qui ne font pas partie de ces segments très fondamentalistes du pays. Or, comme ils ont besoin de soldats, ils rencontrent le même problème qu'en Ukraine. Encore une fois, on se retrouve avec un gouvernement qui veut modifier la loi, ce qui engendre de nombreux problèmes. Cela a conduit beaucoup de personnes en dehors d'Israël à dire « Eh bien, Israël n'est plus un État juif, puisqu'il ne respecte même pas les principes juifs. Il ne respecte même pas les Juifs eux-mêmes. » De plus, il y a d'autres facteurs, et évidemment, ce que l'on voit dans les médias joue aussi un rôle. Mais il y a aussi une forme de désinvestissement de la part de plusieurs entreprises qui refusent désormais d'opérer en Israël ou d'avoir tout contact ou échange avec Israël. Elles refusent de financer des entreprises en Israël, et ainsi de suite. Il y a donc l'effet direct de la guerre, mais aussi un effet indirect, qui est l'effet sur l'investissement. Et cela, en fait, pèse extrêmement lourd, non seulement sur l'économie israélienne, mais aussi sur la société. Si l'on ajoute à cela qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, normalement il y a beaucoup de tourisme, et des villes comme Jérusalem et d'autres attirent chaque année de nombreux touristes. Mais apparemment, maintenant, les gens ne veulent plus aller en Israël, y compris des Juifs, qui refusent de s'y rendre, non seulement à cause de la situation sécuritaire, mais aussi en raison de la position morale et politique du pays. C'est aussi nouveau, car il y a toujours eu des préoccupations de sécurité liées à Israël. Comme nous l'avons dit, le terrorisme n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il ne s'agit plus vraiment de terrorisme en tant que tel, ou probablement moins. Il s'agit plutôt du risque de roquettes et de missiles, ou de choses de ce genre. Beaucoup de gens ont été pris par surprise lors de la guerre de 12 jours avec l'Iran. Donc, vous pourriez vous retrouver dans la même situation. Surtout si Netanyahou, enfin, beaucoup de gens, considèrent que Netanyahou frappera à nouveau l'Iran, ce qui signifie que l'Iran ripostera à nouveau. Ce ne sont donc pas les meilleures conditions pour partir en vacances en Israël, même si vous êtes juif d'ailleurs. Si vous additionnez tout cela, vous voyez que certains ont essayé de quantifier les pertes pour Israël. C'est des milliards chaque mois. Je ne sais pas exactement à quel point ces chiffres sont fiables ou non. Mais toute cette crise sera certainement une crise financière et économique majeure pour Israël à long terme, et probablement pour encore plus longtemps. Car beaucoup de gens, comme vous l'avez justement dit, ont quitté Israël. J'ai vu des témoignages de personnes revenues d'Israël en France, par exemple, et elles ont dit « Nous ne retournerons pas en Israël. Nous ne retournerons pas en Israël. C'est fini. Nous voulions, c'était une expérience. » Beaucoup de gens ont quitté l'Europe en 2012, 2014, alors qu'il y avait cette vague d'activités terroristes en Occident liées à l'État islamique. Encore une fois, c'est toujours la même chose. On crée des problèmes en Irak, on crée des problèmes en Libye, on crée des problèmes en Syrie. Nous rendons la vie impossible dans ces pays, et ces pays nous le rendent bien. Par conséquent, nous avons des activités terroristes dans notre pays, et tout cela. Bref, pendant cette période, il y a environ 10 ans, beaucoup de Juifs sont partis, surtout de France, car la France est le plus grand pays juif d'Europe, si je puis dire, tout comme c'est d'ailleurs le plus grand pays musulman d'Europe. Donc beaucoup de Juifs sont partis faire leur aliyah en Israël. Ils en ont profité en fait, parce qu'ils disaient « Eh bien nous ne nous sentons pas en sécurité en France ». Mais maintenant ils reviennent, parce qu'ils voient que leur situation est pire en Israël. Nous avons donc une situation qui pourrait durer à long terme. Un désastre pour Israël. C'est la conséquence de l'inaction de la politique occidentale. Si les dirigeants occidentaux avaient compris ce qui était en jeu et qu'Israël avait tout à perdre en se comportant mal, en ignorant le droit international et tout cela,
Si l'Occident avait dû empêcher cela et aider Israël à résoudre le problème autrement, probablement qu'Israël ne serait pas dans cette situation. Il est donc ironique de constater que parce que personne ne voulait ou n'osait exercer une influence sur le conflit ou tenter d'empêcher le massacre de la population, c'est précisément la raison pour laquelle aujourd'hui Israël est méprisé par tout le monde et est devenu une sorte d'État voyou. Et je pense qu'ici, nous avons une situation similaire à celle de l'Ukraine. J'ai toujours dit que, lorsque vous êtes partie prenante au conflit, si vous êtes palestinien, si vous êtes israélien, si vous êtes ukrainien ou russe, alors vous vous comportez comme un Ukrainien, comme un Russe, et ainsi de suite. Then you behave like a Ukrainian, like a Russian and all that. And I completely understand that. I know people in Ukraine. Et je comprends tout à fait cela. Je connais des gens en Ukraine, je connais des gens en Russie, et je comprends parfaitement leur position face au conflit, parce qu'ils ressentent un lien avec la nation, avec le pays, et tout cela.